Comme je suis moi-même psychiatre et psychanalyste, les raisons inconscientes, c'est toujours important. Mon père, lui, il est un grand collectionneur. Il était journaliste pendant longtemps. Il était en Afrique, Biafra, en Asie, et il a toujours emporté des antiquités. Surtout, nous avons à la maison, où mes parents, il vit toujours, mon père, il a 80 ans, une grande collection d'art ethnographique, surtout. Il a plusieurs milliers de rosaires. C'est intéressant que les rosaires, il a dans toutes les cultures. Le christianisme, les musulmans, les bouddhistes, tout, partout. Moi, j'aurais bien aimé faire des études d'histoire d'art ou de philosophie, mais à ce temps-là, quand on avait un bon baccalauréat en Allemagne, tout le monde disait « fais des études de médecine ». Et bon, je me suis lancé vers la médecine et la psychiatrie, c'est quand même proche de la philosophie et oui, de Geisteswissenschaften. C'est difficile à traduire, Geisteswissenschaften. J'étais aussi... Lettres. Oui, des lettres, les lettres. Quand j'étais à l'école ou même en étudiant, j'ai surtout collectionné des livres. Et même aujourd'hui, c'est surtout les livres d'art brut, mais pas seulement. J'achète beaucoup de livres. Mais après un certain temps... ça m'a plus tellement intéressé les livres parce que quand même on peut pas tellement les voir, on doit les sortir, on bouquine, mais ça n'a pas la même chose physique comme l'art. J'avais ou j'ai toujours pas mal de première édition. Par exemple, une fois, j'ai trouvé à Lucerne pour 50 centimes la première édition de Voyage au bout de la nuit de Céline. Et ça m'a déjà touché, même sorte, comme aujourd'hui, de trouver l'art me touche quelquefois. Cet instinct de chasse, je vais y parler plus tard là-dessus. Le début ou le commencement de la collection, j'ai fait des études de médecine, 83-90, médecine et psychologie. 87, je suis allé pendant un mois faire un stage, comme ce qui est... extraordinaire pour un jeune étudiant de médecine à la collection Prinzhorn. Et là, j'ai aussi connu Inge Jadi, qui était la directrice, et qui est une amie toujours. Et les autres collectionneurs avaient dit, c'est aussi très important pour moi que... oui, on connaît des gens, on fait des relations, c'est international, on se rencontre toujours. À ce temps-là, aussi Monika Jagfeld, elle était étudiante d'histoire d'art, aussi elle travaillait à la collection Prinzhorn. Aujourd'hui, elle est directrice à Saint-Gall, au musée. Et oui, comme ça, les chemins de l'art brut se rencontrent. J'étais aussi à Guking comme étudiant, 2-3 jours, et j'ai commencé à acheter à ce temps-là un travail de Schöpke. Et le catalogue, je vais vous le montrer après, c'est le premier travail que j'ai acheté. C'est un travail assez brut. Et on avait un peu des doutes de le mettre sur le catalogue, mais je pense que c'était un bon choix. C'est ce travail, on voit la qualité ici, le travail orange, pour moi, ça pourrait être clé. Il a un seul thème, Schöpke, il fait sa mère, il écrit Mama Rosie, et c'est avec les intestins, le cœur, et toujours une bouche énorme. C'est aussi psychanalytiquement, ça pourrait être très intéressant de parler là-dessus. Je continue sur l'histoire de notre collection. Depuis 1996, après avoir marié mon épouse et aussi après avoir un peu plus d'argent, là, on a vraiment commencé beaucoup à acheter. Et oui, de mettre, comme les collègues l'ont dit, toujours être devant le choix où on veut faire des vacances, où on veut acheter une œuvre. Et si on collectionne comme couple, il a beaucoup des choses particulières. Je suis très heureux que ma femme et moi, dans 98%, on a le même goût. Et le dernier temps, je lui ai écrit, je lui ai envoyé une vingtaine de photos d'un photographe art brut tchèque
Miroslav Tichy, qui est en train de devenir assez connu actuellement et qui est très cher. Je lui ai écrit « Une me plaît ». C'était vraiment une vingtaine. Et elle m'a répondu « C'est le numéro 17 » et c'était le même. Et, mais elle représente dans notre couple un autre côté, tandis que moi, peut-être c'est aussi un peu les hommes, je suis plutôt le manique ou le maniaque qui quelquefois perd un peu la relation avec les nécessités d'avoir pour une famille. C'est elle qui est plutôt la vernünftig. La partie froide. Oui, Raisonnable. Raisonnable, ça je dirais. Pas froide, mais raisonnable. Souvent, on me demande, comme je suis psychiatre, si on ne trouve pas des travaux intéressants dans les cliniques psychiatriques. Et je dois avouer, c'est très très rare. Normalement, les malades sont doués comme nous, on est doués tous. C'est-à-dire, si quelqu'un devient schizophrène et il n'est pas doué, plus ou moins, dans la plupart des cas, rien ne se passe. C'est-à-dire, c'est rare que quelqu'un est doué. Il existe naturellement des cas que quelqu'un était déjà doué ou que la psychose, vraiment, elle fait évoluer quelque chose. En 2003, on a eu la possibilité d'acheter une collection suisse, Latinaia. Latinaia, c'est un des deux, c'est un atelier à Florence, et qui était un peu pendant les années 60, les années 70, où il avait la mode antipsychiatrique. Et en Italie, la psychiatrie était vue comme très progressiste. Il y avait des Suisses qui étaient allés là-bas et ils ont acheté une collection. Et l'historienne d'art, Maria Azzola, qui a écrit sa thèse sur Carlo Zinelli, on a aussi vu des travaux, elle est oui, aussi une amie. Nous, on vit avec avec nos œuvres, on les a plus ou moins tous dans les murs, et dans le catalogue, il a une interview avec mon épouse et moi qui s'appelle Vorsicht Walla, attention Walla, Walla, le grand artiste de cooking, parce que quand les petits-enfants courent avec les doigts pleins de nougat ou avec la trottinette, nous on dit toujours attention Walla. Maintenant, elles sont un peu plus grands et elles n'ont rien cassé, jamais. C'est-à-dire, elles ont vraiment remarqué que ce sont des choses importantes. Et quand elles étaient encore un peu plus petites, elles nous ont fait de temps en temps des choses art brut pour nous faire du plaisir. Elles ont copié le style art brut, ce que je trouve très intéressant. Elles ont fait surtout des Tschirtner. Et eux aussi, ils ont une vue pas mal. Surtout une des filles, quand je lui montre un travail, même un peu atypique, quelquefois elle peut dire c'est de cet artiste. Moi, je regarde les œuvres rarement comme un psychiatre. Peut-être là, beaucoup a changé quand même. D'un côté, je me vois aussi un peu comme les grands docteurs suisses, collectionneurs, Morgenthaler, Ladame, Steck, Bader, mais tandis qu'eux, peut-être, ils avaient plus encore la vue diagnostique. Ça a changé, je pense. Ce qui me semble plutôt important, c'est on pourrait peut-être plus faire de la recherche sur l'essence du créatif, le processus créatif. Là, je crois peut-être ces œuvres-là pourraient nous donner plus d'informations. Parmi les artistes Latinaia, Raugai, que les collègues avaient déjà montré, et aussi parmi eux, je vais vous montrer 3 travaux. Peut-être Giordano Gelli, qui a fait un cheval merveilleux. Non, ça c'est Franca Settembrini, où il a à Lausanne aussi un grand travail qui était longtemps exposé. Il s'appelle Femministi, also les féministes. C'est un travail très puissant. Ça, c'est Motolese. C'est un travail qui a 3 mètres à 1,50 m. C'était un professeur de lycée qui avait jamais travaillé et qui avait une forte dépression quand il était âgé et qui a commencé à travailler comme ça. Et ça, c'est le cheval de Giordano Gelli qui est fabuleux. Quelqu'un qui ne travaille plus depuis 15 ans, après que sa copine, qui était aussi une malade, elle est brûlée.
souvent, elle est morte. Et là, il a terminé tout de suite de travailler. Et il a maintenant aussi 80 ans. J'ai aussi, nous avons beaucoup de travaux aussi de Guking. Guking et Latinaia, ce sont les deux ateliers qui sont reconnus ou acceptés par Lausanne, parce que là-bas, on n'influence pas les malades. On leur donne que le matériel. Mais les deux ateliers sont actuellement un peu dans une crise. En Italie, c'est aussi un peu la chose matérielle. À Florence, cette sorte d'art ne vaut pas beaucoup pour les Italiens. À Florence, l'art, c'est Bernini ou Michelangelo. Et à Guking, je pense, ils ont aussi failli de développer les artistes et de faire des monographies sur des nouveaux artistes. Et moi, je pense que c'est un peu aujourd'hui l'histoire d'art, Guking. C'est terminé. Ce qui est intéressant, c'est la différence entre les Italiens qui aiment la couleur, les travaux très expressifs, et les travaux plutôt mélancoliques des Autrichiens. Ça, c'est un éléphant de Tschirtner, un travail rare de Tschirtner avec des couleurs en aquarelle. Non, on ne dit pas aquarelle, on dit de l'eau, d'eau. Aquarelle. On peut dire aquarelle, en français. Ça, c'est un autre travail de Tschirtner, qui ressemble aussi un peu clé. Quelque chose particulier de notre collection, c'est une assez petite collection, peut-être 200 ou 300 œuvres. Mais c'est une collection, je pense, c'est le galeriste Rich Fish qui me dit toujours, vous êtes un collectionneur pointu et passionné. C'est-à-dire, j'essaye quand même, comme nous ne sommes pas des gens riches, de trouver des bons travaux. Je collectionne aussi des livres sur l'art brut. Et une chose particulière, c'est que ce sont des œuvres historiques ou classiques. Ça, c'est un travail extraordinaire qui date de 1720. C'était un marchand héraldique qui est venu chez une Madame Sander, qui est une galeriste à Cologne spécialisée là-dessus, et il lui a dit « J'ai un travail qui est très bizarre. Le texte est complètement fragmenté et les choses héraldiques, les vignettes sont héraldiquement, vous savez qu'on doit utiliser certaines couleurs quand on fait de l'héraldique. Ils sont justes, mais ça n'existe pas. Et pour l'exposition et le catalogue, on a demandé à un historien de traduire, de faire une transcription de ça. Et il n'a pas seulement pu transcrire, mais il a aussi arraché ce travail de l'anonymité. Et il a pu découvrir, après 300 ans, que l'artiste, c'était un monsieur Abraham Beurer, qui était dans une université près de Nuremberg, et qui faisait de l'héraldique. Et sur la page derrière, c'est écrit « von dem närrischen Maler », du peintre fou. On peut penser que lui, il est devenu fou. C'est écrit sur les Ottomans, sur des rois, sur des choses bibliques. L'œuvre le plus ancien de l'art brut, c'est au Vatican, Oppicinus de Canistris, qui était un prêtre qui a fait des travaux visionnaires en XIIIe siècle. Ça, c'est une mauvaise photo, et on ne la voit pas très bien. Ça, c'est un Juncker. Juncker, c'était un architecte qui est devenu aussi malade et qui s'est retiré dans une maison qui est pleine de sculptures. MacGregor, il a fait un essai là-dessus. Il a dit « Das Unheimliche in Gestalt », l'horreur dans une maison, plus ou moins. Et il a même fait des sculptures pour sa famille imaginaire. Il a sculpté des lits d'enfants et tout ça, mais il vivait tout seul à Detmold dans cette maison. Et ça, c'est un psychiatre qui a écrit là-dessus.
dans les années 60, et je pense qu'on lui avait donné quelque chose, ou peut-être on pouvait avoir, et il l'a vendu il y a quelques années. Ça, c'est un Monziel qui avait aussi déjà été monté avec ces milliers de figures. C'est vraiment un artiste fabuleux. Ça, c'est Paul Gosch. Paul Gosch, c'est aussi un artiste de la collection Prinzhorn, qui était un artiste académique, on le voit, mais qui est devenu malade. C'est une fille comme ça, une rose dans un étang. Ça, c'est un travail que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est de Unica Zürn. C'était l'amie de Belmer. Belmer, le surréaliste. C'était une femme qui a quitté à 30 ans sa famille et ses enfants pour suivre Belmer, le surréaliste, qui était aussi un peu obsédé, sexuel, qui faisait des photos d'elle. Elle aussi, elle était devenue une grande artiste surréaliste. Et ça, c'est un travail qu'elle a fait avant d'avoir connu Belmer. Et ce qui me touche, c'est que ça veut dire la princesse enchantée. Et c'est une femme traumatisée, comme on le sait, c'est comme un âne ou comme un chevreuil avec ses traits de sa figurelle. Et il a un fameux travail de Frida Kahlo où elle s'est peint elle-même comme un cerf avec des flèches, et qui me rappelle un peu ça, avec sa figure qui était aussi Frida Kahlo, une femme traumatisée. Unica Zürn, qui était souvent après à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, s'est suicidée en sautant de sa fenêtre en 1970. Une autre petite spécialité, ce n'est pas à ce point grand comme les chevaux de M. Hamann, ce sont les diables et les pères fouettards. C'est intéressant qu'à Gucking, en Autriche, le Knecht Ruprecht, en Autriche on dit Krampus, c'est le père fouettard, joue un très grand rôle. Ça fait peur aux enfants. Vous savez, la légende, c'est que la sainteté du père Nicolas était tellement grande qu'il avait pu calmer un certain démon, un demi-diable. Et ça, c'est le père fouettard, qu'il a avec une kette, une chaîne et qui fait peur aux enfants. Et il me semble que ce père fouettard, il est comme un revenant que ces personnes âgées à Gucking, souvent ils font le diable ou le père fouettard. Ça, c'est un travail immense, 1,80 m, 1,50 m de August Walla, qui est double face. C'est sûrement une pièce des plus importantes de notre collection. Nous avons encore de Walla de la même grandeur, la même époque, un deuxième diable. Ce qui est très intéressant, c'est ce diable-là, parce que c'est en même temps de l'écriture. L'écriture avec sa mythologie privée sur les communistes, le latin et tout ça. Mais on voit le diable qui fait toujours avec les deux pénis, les ailes, la langue et toutes ces choses de son iconographie privée. Ça, c'est une mère fouettard, une Krampusfrau de Hauser. Et ce qu'on voit presque pas, c'est dans le wagon, il a un petit monsieur, un petit garçon qui crie ou qui veut sortir ou je ne sais pas quoi. Elle n'a pas de cheveux, mais c'est une femme expressive. On a parlé sur la définition, Max Hamann. Pour moi, l'art brut, ce sont des travaux des personnes psychiatriques. Et moi, personnellement, je dis outsider pour les artistes marginaux. Mais je sais que ce n'est pas la définition naturellement de Dubuffet. Par exemple, Gironella ou Hernandez, ou Palante, ce sont des classiques de l'art brut. Mais moi, je dirais que ce sont des outsiders. Mais c'est-à-dire c'est ma définition privée. Nous, on n'a pas tellement de travaux outsiders. C'est peut-être une différence avec les autres collections. On n'a pas de Burlan, on n'a pas beaucoup Nedjar. On a un peu de Nedjar, un peu de Sava Sekulic, mais on a plutôt art brut, c'est-à-dire des choses psychiatriques, si vous voulez. Mais ce que j'aime beaucoup,
c'est Hans Scherer, un peintre suisse, qui a fait des madones. Ce sont d'une sorte, il était peintre, mais il a fait obsessivement pendant 14 ans 40 grandes madones. Il avait vu sur une île près de Torcello, près de Venise, dans l'abscisse d'une église, une madone byzantine. Et ça l'avait tellement influencé qu'il a le thème. Non, ça c'est Sekulic. C'est un Yougoslave qui avait aussi un œil. C'est intéressant, il a plusieurs artistes qui ont seulement un œil et qui travaillait sur le bois, qui a tard, à 60 ans, commencé à devenir un artiste. Ça, c'est aussi un travail, je dirais, outsider. Ça, c'est Miguel Hernandez. C'est un travail avec une provenance fabuleuse. Ce travail était pendant 40 ans dans l'appartement d'André Breton, à la rue Fontaine, à Paris. On avait la chance, il avait la vente aux enchères. On a mis un petit prix et personne ne s'était intéressé. Peut-être personne ne le savait et on l'a reçu. Ça, c'est la Madone. Ça, c'est la Madone de Hans Scherer. Il a fait dans ce style une quarantaine de grandes Madones. On peut dire que c'est un thème religieux, c'est un thème sur la femme, c'est une figure de peur. Il a toujours une sorte de nombril au milieu. Il a fait de différentes couleurs. J'aime beaucoup ce travail. Nous aussi, on a beaucoup de travaux d'artistes suisses. C'est intéressant qu'il a tellement que la Suisse a cette importance pour l'art brut. Il avait au XVIIIe siècle, quand il avait beaucoup de soldats suisses qui allaient en Prussie ou plus tard chez Napoléon, plus ou moins vendus ou payés, on parlait de la maladie suisse, c'était la mélancolie ou la nostalgie. Et surtout quand ils entendaient le chant de vache comme ça, ils devenaient très très fortement dépressifs, mélancoliques. Peut-être la mentalité des montagnes, la fermeture historique, la Suisse, la complexité aussi de ce pays a à faire avec ça. Je ne sais pas. On a une collage de Wölfli, il n'a fait pas trop de collages, malheureusement qu'un petit travail de Alois Corba, je ne veux pas la montrer, mais un travail de Walter Arnold Steffen aussi, que j'aime beaucoup. C'est un peintre suisse qui vivait à Zurich, qui est mort. C'est très expressionniste, ça rappelle aussi un peu Beckmann, par exemple. Moi, j'aime beaucoup les sculptures et les objets. J'ai par exemple un instrument de musique de Mesmer. J'ai aussi des objets de Walla. Et ça, c'est peut-être la pièce majeure de notre collection. Nous avons pu acheter un lit. Sûrement, elle vient de la clinique Bonneval, datée de... C'est une historienne d'art qui l'a pu la dater de 1860. Ça, c'est le lit. Si vous voulez voir plus tard, j'ai mis là un grand poster avec des détails. Comme ça, vous pouvez regarder. Ce qui est intéressant, c'est les grands collectionneurs avaient hésité de l'acheter. Ils ont peut-être pensé que ça pourrait être faux, mais je vous dis, personne ne prend du bois et fait des choses faux avec ce matériel. Ça ne peut pas être. Si comme ça, vous faites des Jawlensky ou des Miro ou des Dali, ça va plus vite que tu prends du bois. Ce qui est intéressant, c'est du chêne de mauvaise qualité, mais qui stylise du bambou. Et là, à droite, tout à droite de ce que vous voyez, c'est cette sorte de boule, c'est une racine de bambou. Et ça, c'est seulement quelqu'un qui a travaillé avec le bambou ou connaît le bambou peut le savoir. Et peut-être la personne, moi je pense même que c'est peut-être une femme, mais la personne qui a fait ce lit était peut-être marginalisée venant de Tahiti ou je ne sais pas quoi, ou a fait affaire avec le colonialisme au XIXe siècle. Les relations, les amitiés, c'est important. On a eu la chance aussi parce que Thomas Röske, le directeur de
de collection Prinzhorn, le successeur de Inge Jadi, est aussi un ami, de pouvoir montrer notre collection à Heidelberg, après à Hambourg et aussi à Zurich. Et le titre, c'est Wahnsinn sammeln, ou en anglais, Collecting Madness. Et là, il a une blague qu'on ne peut pas bien traduire en français. C'est la Wahnsinn sammeln, c'est le collectionner la folie, mais la folie de collectionner en même chose, en même temps. Et en anglais, c'est aussi la même chose. Collecting Madness, c'est la folie de collectionner et la collection de la folie. Et le thème aussi des essais qui se trouvent dans le livre, c'est sur les motifs aussi du collectionnisme. Je pense que ça, c'est quelque chose de très intéressant. D'un côté, pour moi, que souvent, ce sont des hommes qui collectionnent d'un point de vue pointu. Peut-être ça a à faire aussi avec la chasse. Moi, j'ai beaucoup reconnu ce que vous avez dit, Monsieur Longchamp. De l'autre côté, c'est aussi d'essayer d'avoir des travaux contre nous tous. On est toujours très, très triste quand on entend que quelque chose a été détruit. C'est une chose une bataille contre la vanité. C'est aussi collectionner. On essaye d'attraper quelque chose, bien que nous savons tous qu'un jour, on ne peut pas emmener ça avec nous. Et aussi, pour cela, toujours les collectionneurs, aussi, ils ont un côté où ils réfléchissent, qu'est-ce que ça va être plus tard avec ma collection. Et un troisième aspect aussi, c'est, je crois, il a deux types de collectionneurs. Il a les collectionneurs objectals qui aiment leurs œuvres et qui vivent avec eux, qui ont vraiment de la joie. Et il a le type, je dirais, narcissiste, qui collectionne contre le vide, contre sa dépression, et où ça ne suffit jamais. C'est comme un peu avec l'amour, c'est la même chose avec les relations. On peut avoir une relation objectale, je dirais, ou une relation narcissiste. Ce qui est aussi très intéressant, c'est la relation. Il a des interviews avec Phyllis Kind et aussi Susanne Zander, qui sont des galeristes importantes. L'interaction avec les galeristes, c'est très complexe. On peut vite se fâcher ou fâcher le galeriste ou être déçu ou que lui, il est déçu. On est d'un côté, après certaines années, très proches, mais quand même, il reste toujours une certaine distance. On sait toujours, on se demande à qui le galeriste offre les œuvres aussi. C'est une relation difficile. Là, on a pu faire un catalogue. C'est, je l'ai là, si vous voulez, vous pouvez le voir. Et il est épuisé dans les librairies, mais on peut l'acheter par la collection Prinzhorn à Heidelberg, par l'Internet ou par téléphone. Il est en anglais ou en allemand. Quelques perspectives. Ce qui concerne l'avenir de l'art brut, ce qu'on remarque actuellement, c'est que les frontières entre le collectionnisme de l'art brut et le collectionnisme de l'art moderne sont plus tellement strictes. Ce qui est d'un côté très bien, où on peut vraiment dire enfin un grand public apprécier ces œuvres et reconnaît que c'est vraiment de l'art. Mais de l'autre côté, pour les collectionneurs, vous savez, comme les Baselitz et les Gerhard Richter et tout ça, et les Basquiat, quel prix ça a aujourd'hui, ça risque que ça devient après très très cher. Mais c'est tout ce que les galeristes me disent, qu'il y a de plus en plus de jeunes aussi collectionneurs qui ne collectionnent pas comme nous quatre que de l'art brut, ou plus ou moins que de l'art brut, mais qui collectionnent de l'art. Ils disent ça me plaît, et par hasard, c'est de l'art brut. Ça me fait un peu ambivalent, comme vous voyez. On remarque rarement aujourd'hui, quand on avait les 3 expositions, la réaction qu'avant on avait souvent, que les gens disaient « Oh, mais ça, c'est mes enfants peuvent faire ça aussi, ça, c'est pas de l'art, c'est des bêtises ». C'est devenu très rare. J'ai l'impression que les gens sont plus cultivés là-dessus. Aujourd'hui, il y a des musées qui commencent à aussi collectionner de l'art brut, des musées non spécialisés. Je sais, le musée à Francfort de l'art moderne, aussi la New Tate Gallery à Londres. Un problème, c'est que la qualité des œuvres
qu'on voit dans les galeries, partout dans les ateliers, souvent la qualité est très hétérogène. C'est-à-dire on peut voir des masterpieces et quelquefois vraiment des choses où aussi de Valla qui est un génie. Il a fait des choses qui sont mauvais comme tout. Et ça, c'est peut-être aussi une différence avec les artistes normaux, je dirais, qu'eux, ils peuvent retirer. Tandis que pour Valla, c'est pas lui, il ne peut pas retirer les choses de bonne qualité, de mauvaise qualité. Ça, on devrait faire pour lui. Aujourd'hui, les choses qui sont un peu importantes, un peu connues, des choses majeures, on trouve plus ou moins plus sous 15 000 euros. Ça, c'est aujourd'hui la situation. Moi, personnellement, j'aimerais bien aussi, je n'ai pas beaucoup le temps, je suis devenu directeur d'un hôpital de Turgovie de psychiatrie, mais j'aimerais bien aussi, comme les collègues le font, voir plutôt personnellement les artistes, je devrais faire ça. On est en train de chercher une maison, parce qu'on est encore à Bâle, mais on va être prochainement au lac de Constance, et peut-être d'avoir une grange pour toutes ces œuvres, j'aimerais bien. Pour moi, ce que j'avais dit, l'art brut pourrait être important pour mieux comprendre la base du processus créatif. Et il y a des artistes que j'aime beaucoup et que je trouve. Peut-être je vais trouver un jour, je cherche. C'est Fusco, c'est Duf, c'est Pujol, c'est trois classiques français. Aussi Jaime Fernandez, un Portugais, et peut-être un Martin Ramirez, qui est peut-être un des plus grands génies. L'avenir, je vous montre encore mon objet préféré à moi, de ma collection. C'est une statue anonyme faite dans les années 50 dans la clinique Sainte-Anne à Paris et qui a sorti de l'hôpital par un médecin. Moi, je l'ai trouvée tellement impressionnante que j'ai même montré à des spécialistes d'art ethnographique, mais tout le monde a dit non, ce n'est pas une ethnie, c'est vraiment, on ne connaît pas. Elle est comme ça. Ouais. C'est une colonne vertébrale stylée. Il n'a pas de figure, c'est comme c'est une sorte de griffe. C'est ma définition, qu'est-ce qui est un collectionneur? Il y a quelqu'un qui achète plus, qui peut vraiment, à vrai dire, se permettre et qui a plus d'œuvres qu'il peut montrer à sa maison. Et là, je suis vraiment un collectionneur.